Bonsoir amis et amises. Pensez hors les murs est de retour, en ces temps troublés, habituellement troublés politiquement, puisque de toute façon, il semblerait qu'aujourd'hui, il y ait, euh, il y ait quelque chose de trouble dans la politique. Bon. Donc moi ce soir, j'ai décidé en fait de vous présenter une conférence sur Robespierre que j'ai donnée à l'UQAM l'an dernier, donc en novembre, je pense, novembre 2019, âge d'innocence. Nous n'étions pas encore dans la Covid. Euh, J'espère que c'était le 5 novembre, parce que le 5 novembre, c'est une date importante, notamment dans cette BD, qui a donné lieu à un film magnifique qui s'appelle V pour Vendetta, comme la BD. Et donc, aujourd'hui, je vais donc vous présenter Robespierre, des thèses philosophique qu'on peut tirer finalement de la pensée de Robespierre. Je vais présenter ça d'une manière assez générale. C'est en fait une espèce d'introduction finalement. Par ailleurs, je conclurai sur des choses un peu plus personnelles, euh, en sachant que, bien entendu, Robespierre est un personnage complexe. Sa pensée politique est complexe, contrairement à ce qu'une certaine forme d'historiographie a voulu faire de lui. C'est une œuvre, c'est 10 volumes, aujourd'hui 11 volumes qui sont parus, donc on a 11 volumes d'écrits de Robespierre, donc des, des discours, des plaidoiries quand il était avocat à Arras, on a des discours politiques, on a son journal Le défenseur de la Constitution qu'il commence à rédiger à partir de 1792, on a une correspondance très importante, puis on a tous ces discours quasiment, donc les discours politiques très importants qui n'ont pas réellement fait l'objet d'études philosophiques poussées. Enfin, il y en a deux qui sont notables, trois avec celle de Marcel Cochet, mais plus discutable. Il y a Georges Labica qui a sorti un petit Robespierre au PUF qui est assez bon. Il y a Josiane Ayoub qui a écrit un chapitre intéressant sur Robespierre dans un ouvrage qui s'appelle Contre nous de la tyrannie. Et donc il y a Marcel Cochet avec son Robespierre qui est sorti il n'y a pas longtemps, mais qui est plus sujet à caution. Bien entendu, bon, ben, Robespierre, il ne faut pas oublier que Robespierre donc, est un des auteurs majeurs, acteurs et auteurs majeurs de la période révolutionnaire, mais on n'a pas seulement les œuvres de Robespierre, on a aussi, pour ceux que ça intéresse, donc les œuvres de Robespierre, elles sont disponibles, on a les œuvres complètes de Robespierre sur Internet, hein, on peut les trouver, moi je travaille à partir de ça d'ailleurs, hein, puisque j'ai décidé de me consacrer à Robespierre depuis quelques temps, puis aussi pour plus tard de me consacrer à Jaurès, qui, dans sa monumentale histoire de la Révolution française, dit qu'il aurait été du côté de Robespierre. Donc, moi, le binôme Robespierre-Jaurès m'intéresse politiquement énormément, parce qu'il y a quelque chose dans leur message qui est daté, qui n'est plus actuel, mais il y a aussi quelque chose dans leur message qui est tout à fait actuel. Donc on verra, Jaurès, je n'aurai pas le temps de l'aborder peut-être là, mais disons que c'est dans, dans les tuyaux. Comme on dit. Donc à côté des œuvres de Robespierre, on dispose aussi de l'intégrale de Camille Desmoulins, donc ça c'est aussi important. Et aussi, il faut le noter, bon, personnellement, moi je pense que c'est quelqu'un qui devrait être lu avec attention. On en a fait un bouffon sanguinaire, Marat, donc Jean-Paul Marat. On a aussi ses œuvres complètes, pareil, une dizaine de volumes. Donc c'est ça, là, on a quand même beaucoup d'écrits de révolutionnaires, d'orateurs. On en a dans la Pléiade, on a un volume d'orateurs de la Révolution dans la Pléiade qui est sorti. On a beaucoup de choses finalement qui pourraient nourrir une réflexion philosophique et politique et qu'il faudrait s'approprier philosophiquement. Ce qui n'a pas toujours été fait, mais Robespierre est très étudié par les historiens, aujourd'hui beaucoup. Donc pour ceux qui veulent aller plus loin, je vais vous donner immédiatement 4 références. Tout d'abord sur Robespierre, donc il y a le Robespierre d'Hervé Levers, qui est excellent, vraiment bon. Ça se lit comme un roman, c'est précis, c'est documenté, c'est génial. Carrément.
Après, il y a le Robespierre de Jean-Clément Martin, qui est aussi extraordinaire. C'est vraiment des livres qu'il faut lire parce que ça nous apprend finalement qui était réellement Robespierre, ce qu'il a pensé, ce qu'il a fait. On est loin de la... On ne donne ni dans la légende noire thermidorienne, ni dans la géographie. On est dans l'histoire comme on devrait l'écrire tout le temps. Donc ensuite, sur la Révolution française, pour élargir un peu le point de vue, donc il y a la nouvelle histoire de la Révolution d'Annie Jourdan, excellent aussi, notamment avec un chapitre important sur la perception de la Révolution française à l'étranger. Donc ça, c'est vraiment important, c'est vraiment intéressant. Et enfin, mais toujours Jean-Clément Martin, excellent, excellentissime, nouvelle histoire de la Révolution française aussi. Enfin, nouvelle histoire de la Révolution française, pareil, encore une fois, je veux dire, c'est des livres que tout le monde devrait avoir et que tout le monde devrait lire. Pour ceux qui s'intéressent en tout cas à la période, c'est carrément des fondamentaux. Il y a le livre de Timothy Tackett aussi, Anatomie de la terreur, qui pourrait être intéressant. Mais là, pour le coup, si vous avez déjà ces quatre-là sous la main, vous pouvez déjà vous faire une idée précise de ce qui s'est vraiment passé et de ce qui a été pensé. Puisqu'on dit souvent que les Français ont fait la Révolution, mais que ce sont les Allemands, notamment le trio Kant, Fichte et Hegel, qui l'ont pensé. Donc ce seraient les Allemands qui auraient pensé la Révolution française. C'est tout à fait réel, c'est tout à fait vrai, surtout, à mon sens, surtout pour Fichte. Pour Hegel aussi, mais c'est un peu différent. Mais donc, il faudrait s'attarder philosophiquement sur ces auteurs, sur cette période, parce qu'il y a énormément de matériaux qui sont disponibles et qu'on peut utiliser. D'ailleurs, moi, je prépare quelque chose là pour mai, une conférence sur l'histoire du despotisme de Montesquieu à Robespierre, justement, et dans laquelle je vais pouvoir réinvestir Robespierre. De toute façon, Robespierre, c'est un auteur que je compte étudier à fond tant que je le peux. Donc en fait, ça c'est une conférence qui s'appelle La cause du peuple, que j'ai donnée donc l'an dernier à l'UQAM. Et je vais vous la lire parce que je pense que ça présente finalement les idées forces de Robespierre. Et puis comme je vous le disais, ça va me permettre après d'élaborer un petit peu plus sur des choses plus contemporaines. Donc Robespierre, la cause du peuple. Celui qui n'est pas pour le peuple est contre le peuple. Donc ça, c'est une phrase de Robespierre. Ça commence bien. Allons-y. Donc la pensée complexe de Maximilien Robespierre s'est constituée au contact des événements révolutionnaires par une pratique intensive de la politique dans un contexte transitionnel. C'est un contexte très important. Une pratique attentive aux faits et investie par eux, cette pratique tempère aussi bien l'hypothèse préformationniste que l'accusation d'a priorisme qui font de l'incorruptible un acteur politique déconnecté de toute réalité sociale, une sorte d'illuminé dangereux, cherchant à plaquer sur une réalité effervescente des principes abstraits. Cette vision thermidorienne doit être nuancée, et s'il existe bel et bien une architectonique politique principielle chez Robespierre, inspirée partiellement par Rousseau, Mably, une partie du discours des encyclopédistes, on va y revenir, c'est dans et par la force des choses, pour reprendre une formule de Saint-Just, que cette architectonique s'institue, se modifie et se solidifie progressivement. Donc Saint-Just qui avait eu cette phrase tout à fait extraordinaire, que je vous cite, la force des choses nous conduit peut-être à des résultats auxquels nous n'avons pas pensé. Donc c'est dans son discours sur les personnes incarcérées du 26 février 1794. Saint-Just aussi, on a les œuvres complètes qui sont sorties chez Folio, un gros pavé, donc vraiment super, n'hésitez pas. Mais ça, c'est exactement le sens de l'événement historique, cette formule de Saint-Just. La force des choses, bien, c'est justement le moment où l'histoire est en train d'advenir, où l'événement et l'avènement, d'une certaine façon, se mettent à coïncider, et où où le travail du politique est finalement le plus difficile. Et ce travail-là a été aussi celui de Robespierre, bien entendu. Donc la force des choses, c'est l'ensemble des vecteurs inclus dans l'événement historique, comme autant de possibilités que le politique sagace doit savoir déchiffrer pour donner à l'histoire le sens qu'elle appelle et qu'elle réfute simultanément. Parce que c'est ça le problème. Ça, c'est une notion, une idée que j'emprunte à Merleau-Ponty dans un texte qui s'appelle Autour du marxisme, de se dire, l'histoire, en fait, elle nous amène vers des choses, mais en fait, elle nous amène vers des choses en réfutant d'autres choses en même temps. Mais des fois, elle fait ce double mouvement de manière simultanée.
le mouvement de l'histoire n'est pas un mouvement nécessairement toujours rationnel. Donc c'est aussi de cette manière-là qu'on doit prendre en considération l'œuvre de Robespierre. À notre sens, Robespierre est un politique qui a su, jusqu'à son dernier souffle, lire l'histoire possible au creux de l'histoire réelle, dans les plis de l'événement, pour maintenir l'œuvre révolutionnaire dans sa dimension populaire et donner au peuple les outils démocratiques nécessaires à la pérennisation de son émancipation. Donc on peut tout de suite dire que son œuvre est un échec. Parce qu'après 1794, après la mort de Robespierre, la dimension populaire de la Révolution s'est terminée. Les bobos arrivent, hop, administration, etc., etc. On connaît l'histoire un petit peu. Aussi, la cause du peuple doit-elle être entendue dans un sens spécial, puisqu'il s'agira pour l'incorruptible de jouer à la fois un rôle efficient et un rôle formel, c'est-à-dire de soutenir la liberté démocratique en train d'advenir à elle-même, pour la formaliser dans des principes, mais aussi d'amener le peuple à fonder et à structurer sa liberté au moyen de la représentation nationale. C'est dans l'analyse de ces dimensions formelles et efficientes que nous voudrions inscrire notre propos. Pour ce faire, nous étudierons la participation du peuple à la vie politique et la régénération par l'éducation. Nous passerons ensuite à l'élaboration des principes moraux et politiques qui formalisent le gouvernement révolutionnaire. Enfin, nous analyserons la conception robespierriste de l'être suprême comme fondement métaphysique de la morale et par transitivité de la politique. Donc, première grande partie que j'ai nommée participation et régénération. Donc, je vais commencer par commenter certains extraits d'un discours que Robespierre a prononcé en avril 1791 et qui s'appelle « Sur la nécessité de révoquer le décret sur le marc d'argent ». Donc ça, c'est dans les œuvres complètes, volume 7, page 161-170. Je vous dis, vous avez tous les discours de Robespierre disponibles, donc n'hésitez pas à vous jeter dedans. La transformation des États généraux en Assemblée nationale le 17 juin 1789 ne signifie pas pour autant le passage immédiat de la liberté politique formelle à la liberté politique réelle pour l'ensemble des citoyens. En effet, l'Assemblée propose en octobre 1790 que soit instaurée une monarchie parlementaire censitaire, partiellement inspirée par le modèle anglais. Or, pour Robespierre, comme l'atteste le discours que nous allons commenter partiellement, ces mesures censitaires sont, donc je le cite, anticonstitutionnelles et antisociales. Donc les deux expressions sont de Robespierre, puisqu'elles divisent les citoyens en deux classes, les actifs qui participent à l'élection des députés et les passifs qui ne prennent aucune part au processus électoral. Cette distinction est fondée sur un double régime censitaire. Seuls voteront les citoyens qui payent une contribution directe égale à la valeur locale de 3 journées de travail, ce qui exclut de fait environ 3 millions de Français sur un total de 7 millions. D'environ 7 millions. Mais seuls pourront être éligibles comme députés les citoyens payant une contribution directe d'1 marc d'argent. Donc c'est une somme élevée pour l'époque. Robespierre voit dans ces dispositions la mise en place d'une aristocratie de l'argent complètement incompatible avec l'idée qu'il se fait de la République, République qui ne peut être fondée que sur l'activité politique de l'ensemble des citoyens. Donc il faut noter que l'élection et le contrôle systématique des représentants sont des enjeux permanents de la pensée de Robespierre. Il avait senti qu'il pouvait y avoir une dérive assez rapide des principes démocratiques vers une représentation qui n'était plus ce qu'elle aurait dû être. En fait, ce qu'il avait senti finalement, c'est que la démocratie pouvait être corrompue assez facilement. Il va donc s'agir pour l'incorruptible de montrer que ces mesures sont en contradiction avec la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, votée par la Constituante. Si la souveraineté nationale réside essentiellement dans la nation, qui est le peuple, alors cette division en citoyens actifs et passifs rend, je cite, la majeure partie des Français absolument étrangers à la formation de la loi. Fin de citation. Or, l'aspect législatif est central et l'activité législative, qui est censée formaliser la volonté générale, doit engager tous les citoyens. L'égalité civique, garantie pour tous, doit être soutenue ou confirmée par l'égalité politique. Par ailleurs, la passivité d'un nombre important de citoyens rend caduque le principe selon lequel la loi doit être l'expression de la volonté générale. La loi devient l'expression de la volonté des plus riches. Je cite, « La liberté consiste à obéir aux lois qu'on s'est données et la servitude à être contraint de se soumettre à une volonté étrangère. Que serait votre constitution ? Une véritable aristocratie. » Fin de citation. Les mesures censitaires enferment une large portion du peuple dans une hétéronomie explicite.
La liberté du peuple, qui est la faculté de se donner des lois, doit être à la fois mise en mouvement et maintenue active par la représentation nationale, qui ne doit à aucun moment devenir autoporteuse, s'autonomiser ou s'enrichir dans l'exercice de sa fonction. Ici, il faut rappeler l'ascendant que Sparte, Rousseau et Mably ont eu sur Robespierre, notamment en ce qui concerne le luxe, la richesse et les vertus de la pauvreté. Donc, citation. Croyez-vous de bonne foi qu'une vie dure et laborieuse enfante plus de vices que la mollesse, le luxe et l'ambition? Et avez-vous moins confiance dans la probité de nos artisans et de nos laboureurs, qui, suivant votre tarif, ne seront presque jamais citoyens actifs, que dans celle des traitants, des courtisans, de ceux que vous appeliez grands seigneurs, qui, d'après le même tarif, le seraient 600 fois? Fin de citation. Pour Robespierre, ce peuple, le peuple pauvre, attention, qui est le vrai peuple, est essentiellement bon, vertueux et juste, quand il n'est pas oppressé politiquement. Il ne demande que le nécessaire, à savoir le droit à l'existence et à la subsistance. Donc il faut noter que Robespierre sera le premier politique français à intégrer le droit à l'existence comme droit fondamental dans sa proposition de constitution de 1793, que je vous invite à lire parce qu'elle est vraiment extraordinaire. Pour Robespierre, qui ne parviendra pas à imposer ses vues dans ce dossier, parce que Robespierre a toujours été un acteur central de premier plan dans la Révolution. Au début, là, il est quand même très loin d'être écouté, mais il devient un peu hégémonique. Finalement, il est hégémonique après l'exécution de Danton et des hébertistes, donc c'est très court. La période sur laquelle il est réellement hégémonique, c'est d'avril 94 à juillet 94. Donc, gardons-nous d'en faire un personnage qui a toujours le même calibre pendant la Révolution, mais ce n'est pas du tout le cas. Donc pour Robespierre, qui ne parviendra pas à imposer ses vues dans ce dossier, à aucun moment la richesse ne doit devenir la mesure des citoyens, du droit des citoyens, d'accord, de leur droit politique. Donc je passe à une autre partie, enfin une autre sous-partie finalement, qui s'appelle la paideia révolutionnaire. Le plan d'éducation nationale de Michel Lepelletier, que Robespierre présente à la Convention le 29 juillet 1793, a pour but de régénérer l'ensemble des citoyens par la voie de l'éducation. Donc ce plan ne sera pas suivi, il sera abandonné en fait au profit du plan proposé par Condorcet, heureusement, j'ai envie de dire, parce que là c'est un plan d'éducation qui est quand même un peu limite, enfin qui est daté, pour le coup. On sent bien qu'on peut pas s'inspirer. Par exemple, quand je vous disais que Robespierre, il y a des vues qui sont datées, celles-là sont datées. Donc c'est un projet qui est très marqué par les idéaux éducatifs spartiates, relayés dès l'Antiquité par Platon, de façon critique chez Platon, il ne faut pas l'oublier, Xénophon ou Plutarque, et au XVIIIe siècle par Rousseau, Mably et Jaucourt, entre autres. Donc là, ici, je vais suivre l'argumentation de Maxime Rousseau, notamment dans son article, un article important qui s'intitule « Les réminiscences spartiates dans les discours et la politique de Robespierre de 1789 à Thermidor ». Donc article publié dans les Annales historiques de la Révolution française en 2007. Et il faut signaler aussi, parce que Maxime Rousseau a fait une thèse très importante sur la renaissance des institutions spartiates dans la pensée française, dont moi je m'inspire énormément, notamment pour mes travaux de doctorat. Mais donc c'est très intéressant, c'est un auteur très intéressant, que je vous invite à lire aussi. Donc la Révolution française doit être pensée comme un renouvellement total de l'homme dont la nature a été corrompue par le régime monarchique. Cette régénération, qui ne peut être soutenue que par une éducation nationale et universelle, doit avoir pour fondement l'égalité de tous, au détriment de la liberté, malheureusement. Son assise est résolument morale. Comme le dit Robespierre, je cite, « La patrie seule a le droit d'élever ses enfants ». Fin de citation. Elle en a l'obligation, tout comme le peuple a celle d'être éduqué par l'État. Pour que l'activité politique du peuple soit dirigée dans la bonne direction, à savoir l'intérêt supérieur de la nation, il faut le former grâce à une paideia rigoureuse qui n'aura d'autre but que de lui inculquer la plus parfaite des vertus, à savoir l'amour de la patrie. Dès 5 ans, la philotie spontanée sera progressivement détournée au bénéfice de la communauté et du peuple nouveau qui la porte. Une communauté d'égaux qui ne va pas s'en rappeler, au moins structurellement, les homoioi, les semblables, les égaux, lacédémoniens, je cite, « Ployés tous les jours et à tous les instants sous le joug d'une règle exacte, les élèves de la patrie se trouveront tous formés à la saine dépendance des lois et des autorités légitimes. » Fin de citation. La forme de la nation devant être l'égalité,
L'éducation sera donc dispensée aux garçons et aux filles de 5 à 12 ans, pour les premiers, donc pour les garçons de 5 à 12 ans, et de 5 à 11 pour les filles. Je cite, « Tous, sous la sainte loi de l'égalité, recevront même vêtements, même nourriture, même instruction, même soins. » Fin de citation. L'éducation garantira la cohésion nationale en gommant, pour ces quelques années de formation, la distinction entre les riches et les pauvres. De la même façon, elle doit détourner les citoyens des intérêts particuliers qu'ils pourraient avoir en orientant leur comportement de façon claire, je cite, « Continuellement sous l'œil et dans la main d'une active surveillance, chaque heure sera marquée pour le sommeil, le repas, le travail, l'exercice, le délassement. Un règlement salutaire et uniforme prescrira tous ces détails et une exécution constante et facile en assurera les bons effets. » Fin de citation. Donc cette éducation sera placée sous le signe de la frugalité, car on privera les enfants de toute espèce de superfluité pour affermir leur sens des nécessités. Sous le signe de l'éducation physique, afin de, je cite, les endurcir contre la fatigue, les intempéries des saisons, la privation momentanée des premiers besoins de la vie, fin de citation, et enfin sous le signe de l'amour du travail, qui devra produire dans les enfants, je cite, ce courage pour entreprendre une tâche pénible, cette persévérance jusqu'à ce qu'elle soit achevée qui caractérise l'homme laborieux. Fin de citation. Et là, je passe à la deuxième. Donc, seul compte l'obéissance aux lois et l'intérêt de l'État dans ce type d'éducation. Hein, donc, c'est sûr que c'est une éducation très orientée politiquement. Hein. Donc là, je passe à ma deuxième grande partie qui s'appelle, que j'ai intitulée, La nécessité des principes. Donc là, je vais passer à un texte connu dont le titre, c'est un discours qui a été prononcé le 25 décembre 1793 et qui s'appelle Sur les principes du gouvernement révolutionnaire. La suspension des institutions démocratiques le 10 octobre 1793, puis l'instauration le 4 décembre d'un gouvernement révolutionnaire, placé sous le contrôle exclusif du comité de salut public secondé par le comité de sûreté générale, amène Robespierre à intervenir à propos du fonctionnement de ce gouvernement et de son efficacité. Il s'agit pour l'incorruptible de tenter d'élaborer in situ, très important, parce que là on est dans l'action, hein, on n'est pas dans une contemplation, on est dans une activité politique qui se double d'une réflexion immédiate sur ce qui se passe dans le moment. Donc c'est ce que fait Robespierre. Hein. Donc Robespierre tente d'élaborer in situ une théorie du gouvernement révolutionnaire afin de le justifier aux yeux des citoyens. Comme il l'annonce d'emblée, je cite, « Le but du gouvernement constitutionnel est de conserver la République, celui du gouvernement révolutionnaire est de la fonder. » Fin de citation. En effet, l'œuvre révolutionnaire n'est pas terminée à cette époque. Le gouvernement révolutionnaire doit prendre les mesures politiques temporaires qui s'imposent pour se prémunir de toutes les factions, internes ou externes, qui menacent son équilibre. Il s'agit d'assurer dans la sévérité la plus stricte l'union de la nation et de la République, mais aussi de maintenir la légitimité de la Convention nationale. Le gouvernement révolutionnaire ne doit être entravé par rien dans son activité et sa célérité, car je cite, il est appuyé sur la plus sainte des lois, le salut du peuple. Fin de citation. Le peuple, c'est le fil conducteur de toute l'œuvre politique de Robespierre. Ce peuple qu'il fallait élever à l'activité politique et régénérer par l'éducation nationale doit maintenant être protégé des partis qui lui sont hostiles, des cours européennes, mais aussi, et là c'est très important, de lui-même et de ses errements. D'accord ? Donc là on reconnaît une idée rousseauiste, hein, notamment une idée du contrat social, livre 2, chapitre 6, qui est la suivante, qui dit que même si la volonté générale est toujours vraie, le jugement qu'il apporte, lui, peut errer, peut se tromper. D'accord ? Donc Robespierre a confiance dans le peuple, mais il n'a pas une confiance aveugle dans le peuple, d'accord ? Parce qu'il sait que le peuple est capable, bien entendu, d'intelligence collective, comme l'avait déjà remarqué Aristote, mais il est aussi capable de faire à peu près n'importe quoi, comme l'avait aussi d'ailleurs remarqué Aristote. Il y a une espèce de pas d'incohérence, mais de, je sais pas comment dire, de variabilité. La défiance à laquelle Robespierre invitait le peuple, surtout contre ses représentants, qui peuvent être corrompus, doit être érigée en principe et systématisée. Ça, je vais y revenir en conclusion. La défiance, c'est un concept central dans l'œuvre de Robespierre. C'est aussi un concept central, par exemple, dans l'œuvre de Démosthène. Mais la défiance doit être un des piliers de la démocratie. Ça peut sembler paradoxal, mais c'est un pilier. Il faut se défier de nos représentants. Il faut se méfier de nos représentants. Et ça, Robespierre l'avait vraiment senti.
Comme le remarque l'incorruptible, les circonstances et particulièrement la guerre que se livrent au sein de la représentation nationale les indulgents modérés portés par Danton et les extrémistes guidés par Hébert imposent prudence et rigueur. Puisqu'il s'agit de fonder la République, cette tâche difficile ne peut être livrée ni au hasard des événements, ni au tumulte des prétentions particulières. Il s'agit de fixer et de maintenir un cap rationnel, c'est-à-dire vertueux. Attention, l'idée de vertu aussi très importante chez Robespierre. Un cap rationnel, c'est-à-dire vertueux à la Révolution, à partir d'une situation politique et sociale problématique, une situation, comme je le disais au début, transitionnelle. Et la transition, en fait, elle commence avec les États généraux, elle commence avec les États généraux qui se déclarent assemblée constituante, mais on ne sait pas où elle s'arrête, la transition. Au moment où Robespierre écrit, là, on est encore dedans, et même, il y a certains historiens qui font aller cette transition jusqu'à Napoléon. Même, il y en a qui incluent Napoléon dans la transition historique. Donc, je veux dire, la politique en contexte transitionnel, c'est beaucoup plus compliqué finalement à penser. D'ailleurs, la justice en contexte traditionnel est aussi très difficile à penser que, d'ailleurs, les deux sont liés, hein, que dans un contexte, entre guillemets, où un paradigme politique est installé, où il s'agit justement de regarder le paradigme et de dire, ah oui, voilà, il y a ça, il y a ça. Quand les choses se passent et au moment où elles se passent, c'est très, très compliqué, beaucoup plus compliqué. Alors, la vertu, donc, là, comme je reprends, donc, on est dans une situation transitionnelle, donc il faut trouver en fait des principes, c'est-à-dire qu'il faut trouver quelque chose. Il y a un flux, il y a une histoire en train de se faire, mais il faut arriver à articuler ce flux. Et ici, c'est la vertu qui est essentielle pour Robespierre. C'est elle qui doit être le principe effectif et régulateur du gouvernement révolutionnaire. Robespierre la thématise dans la droite ligne, pour le coup, de Rousseau et Mably. Je cite, « Les vertus sont simples, modestes, pauvres, souvent ignorantes, quelquefois grossières. Elles sont l'apanage des malheureux et le patrimoine du peuple. » Fin de citation. Là, je passe au commentaire d'un deuxième, enfin, un commentaire partiel, parce que je veux dire, l'œuvre de Robespierre mériterait des commentaires beaucoup plus importants. Donc, un deuxième discours important qui s'appelle, lui, sur les principes de morale et de politique qui doivent guider la Convention nationale dans l'administration intérieure de la République. Ça, c'est un discours qui est prononcé le 5 février 1794, donc là, on se situe juste avant, un mois ou deux mois avant l'exécution d'une part des hébertistes et après de Danton et de ce qu'on a appelé les indulgents. Donc, le titre du discours du 5 février 1794 est important puisque l'incorruptible entend revenir sur la fondation morale de la politique. Donc ça, c'est ça qui est très important. On fonde moralement la politique. Okay. D'autre part, il va rappeler qu'il n'existe pas de cadre ou de principe politique a priori qui pourrait servir de fondement à la République. C'est bien pour ça qu'il faut en inventer dans le mouvement. Donc je cite, « Nous avons été plutôt guidés par l'amour du bien et par le sentiment des besoins de la patrie que par une théorie exacte des règles et des règles précises de conduite que nous n'avions pas même le loisir de tracer. » Fin de citation. Donc là, on revient sur cette idée d'improvisation. Improvisation que je qualifierais de double parce que on se base sur le sentiment des besoins de la patrie. Donc, le sentiment, c'est pas la raison. Hein. On se base sur un feeling qu'on a. On a le feeling qu'il faudrait élaborer des choses. Okay, mais en plus, on élabore donc à partir d'un sentiment sur une entité mobile qui est l'histoire en train de se faire. Okay, donc, grosso modo, c'est la merde. Tout simplement. Donc Robespierre commence par formuler le télos de la Révolution, je cite, « La jouissance paisible de la liberté et de l'égalité », l'égalité c'est central, hein, je veux dire, c'est inscrit, liberté, égalité, fraternité, je veux dire, j'y reviens pas, c'est comme on dit, c'est une tarte à la crème chez Robespierre. Hein. Donc la jouissance paisible de la liberté et de l'égalité, le règne de cette justice éternelle dont les lois ont été gravées non sur le marbre ou sur la pierre, mais dans le cœur de tous les hommes. Fin de citation. Pour ce faire, il faut enchaîner les passions néfastes et stimuler les passions républicaines afin de produire une société ordonnée par la volonté générale, coordonnée, articulée, animée par l'égalité stricte érigée en principe de distinction et par la justice érigée en principe de gouvernement.
Pour atteindre ce but, Robespierre commence par rejeter ce que nous pourrions appeler la démocratie de type grec, la démocratie directe. Je cite, donc, la démocratie directe de type grec, où le peuple, continuellement assemblé, règle par lui-même toutes les affaires publiques. Fin de citation. La démocratie doit être représentative, car le peuple, bien qu'il soit, de par sa volonté, l'auteur des lois, ne peut pas tout faire dans la sphère politique. Il doit déléguer, mais il doit aussi surveiller ceux à qui il délègue le pouvoir. Parce que ça, il ne faut pas oublier que Robespierre refuse la démocratie directe, mais qu'il accepte une partie, donc il refuse une partie de la démocratie grecque, mais en accepte une autre, c'est-à-dire que lui, Robespierre, il veut des redditions de comptes, comme il y avait pour les charges importantes dans la démocratie grecque, il y avait des redditions de comptes qui pouvaient mal tourner si le personnage politique avait fait n'importe quoi. Donc là, on est très loin aussi de ce qu'on voit aujourd'hui, où les politiques font n'importe quoi, n'importe comment, et nous, on est là comme des moutons bêlants à regarder ce qui se passe, quoi, finalement. Je veux dire, c'est carrément... c'est ça, là. Donc, représentation, ok, mais représentation contrôlée. D'accord. Donc ça, c'est encore une fois très rousseauiste aussi. Non, pas du tout. Excusez, j'ai dit une connerie très rousseauiste. Non, rousseauiste, c'est pas du tout ça. Rousseau, il voulait pas de représentation du tout. Lui, il disait que c'était que quand on était dans un système représentationnel, justement, on n'était plus en démocratie. Excusez, ma fourche à languer, désolé. Comme le rappelle ensuite Robespierre, le principe qui soutient le gouvernement démocratique, c'est la vertu, à savoir, je cite, l'amour de la patrie et des lois et de ses lois. Donc ça, on voit que chez Robespierre, la vertu, c'est pas la même vertu que chez D'Holbach, chez Diderot, etc. On sent que la vertu est beaucoup plus restreinte. L'amplitude sémantique du terme subit un amoindrissement important dans le cadre de Robespierre. L'amour de la patrie et de ses lois, mais l'essence de la démocratie, c'est l'égalité. Comme nous le notions plus haut, et comme d'autres l'ont remarqué avant nous, il s'agit d'une part de faire passer l'égalité avant la liberté, et d'autre part l'intérêt public avant, bien entendu, n'importe quel intérêt privé, afin de couper les racines à toute forme d'individualisme ou de corruption politique, parce qu'en fait, chez Robespierre, ça va ensemble. Quand on commence en fait à penser à soi avant de penser à la communauté, on est en train de se corrompre politiquement. Aussi, la tâche des représentants doit-elle être très claire, je cite, la première règle de votre conduite, donc Robespierre s'adresse aux représentants, la première règle de votre conduite politique doit être de rapporter toutes vos opérations au maintien de l'égalité et au développement de la vertu. Fin de citation. Le législateur doit être la condition d'effectivité et d'optimalité du principe de la République. Il doit aussi veiller à purifier les mœurs, attention, y compris les siennes, afin de les détourner de, je cite, l'abjection du moi personnel. Okay. Donc on voit que, ouais, c'est ça. Robespierre thématise aussi dans ce discours le caractère kairique, c'est-à-dire saisir le kairos, c'est un concept stoïcien que je réactive pour l'occasion, c'est-à-dire de saisir l'instant politique. Donc Robespierre thématise aussi dans ce discours le caractère kairique de toute politique qui se veut effective. Je cite, c'est à la sagesse du gouvernement à consulter les circonstances, à saisir les moments, à choisir les moyens. Fin de citation. Donc nous retrouvons ici l'idée dont nous étions partis, à savoir le déchiffrement du possible à même l'événement qui doit servir de guide. Dans le contexte révolutionnaire, il n'existe aucun modèle, comme le disait d'ailleurs justement Saint-Just, je cite, « n'imitez rien de ce qui s'est passé avant nous ». Fin de citation. Donc ça, c'est dans le rapport sur la police générale du 15 avril 1794, et la citation mérite d'être complétée parce qu'elle est importante. Donc Saint-Just disait précisément « Ne méprisez rien, mais n'imitez rien de ce qui s'est passé avant nous. L'héroïsme n'a point de modèle. C'est ainsi que vous fonderez un puissant empire avec l'audace du génie et la puissance de la justice et de la vérité. » Fin de citation. Saint-Just était très allumé aussi, très allumé par Robespierre d'ailleurs. Saint-Just, il considérait la première lettre de Saint-Just à Robespierre. Saint-Just, il dit « Je vous connais comme on connaît Dieu par ses effets. » Carrément. Donc, malsain, les gars, malsain. Hein, malsain. Donc Robespierre reprend cette idée de Saint-Just, d'une révolution qui redéfinit complètement la réalité politique. Il va même, pour le coup, et d'une manière exceptionnelle un petit peu, il va même jusqu'à récuser le modèle spartiate, qu'il apprécie pourtant par ailleurs, comme nous l'avons remarqué tout à l'heure. Je cite, « Nous ne prétendons pas jeter la République française dans le moule de celle de Sparte. Nous ne voulons lui donner ni l'austérité, ni la corruption des cloîtres. » Fin de citation. Il s'agit, pour reprendre le verbe grec qui rend mieux le caractère novateur du processus révolutionnaire,
de neoterizein, de rendre nouveau, de faire advenir le nouveau, de faire advenir nouvellement quelque chose. Donc ce renouvellement implique un nouveau rapport du représentant à sa fonction, je cite, le magistrat est obligé d'immoler son intérêt à l'intérêt du peuple. Fin de citation. Alors là, on est très loin de Macron et de sa clique de bouffons, on est très loin, les autres, les voisins du Sud américain, j'en parle même pas, là, mais on est très loin de toute la truanderie politique à laquelle on assiste passivement depuis 50 ans, enfin peut-être pas 50 ans, mais depuis une trentaine d'années. Hein. Mais peut-être que c'est même plus ancien que ça. Hein. Donc l'essence du gouvernement populaire, c'est la confiance dans le peuple et la sévérité la plus stricte envers la représentation nationale. Donc, c'est aux factions que l'incorruptible va s'en prendre dans la seconde partie de son discours, c'est-à-dire aux partis qui divisent la République, parce qu'il faut que la République soit unie, d'accord ? Afin de liquider les ennemis intérieurs et extérieurs, principe de division, c'est-à-dire principe du dépérissement de la République, la plus grande énergie et la plus grande rigueur sont nécessaires. Je cite, « Si le ressort du gouvernement populaire dans la paix est la vertu, le ressort du gouvernement en révolution est à la fois la vertu et la terreur. La vertu sans laquelle la terreur est funeste, la terreur sans laquelle la vertu est impuissante. La terreur n'est autre chose que la justice prompte, sévère, inflexible, Elle est donc une émanation de la vertu. Elle est une conséquence du principe général de la démocratie appliqué aux plus pressants besoins de la patrie. » Fin de citation. Donc il ne faut bien entendu pas confondre l'utilisation que fait Robespierre du concept de terreur avec l'invention thermidorienne d'une terreur avec un T majuscule, dont il aurait été le promoteur, l'instigateur et l'exécuteur. Donc pour modérer ce jugement, il faut avoir à l'esprit que ce gouvernement d'exception est réclamé depuis un certain temps par une partie des populations régionales pour faire cesser les rébellions pro-monarchistes locales. Donc notamment, ce gouvernement est réclamé par les sans-culottes, mais aussi par Danton, par Hébert, donc eux deux, ils vont en faire les frais directs. Billaud, Varenne, Saint-Just ou encore Couthon. Donc Danton et Hébert feront immédiatement les frais de l'instauration du gouvernement révolutionnaire, hein, qu'ils ont pourtant tous les deux appelé de leur vœu. D'accord ? Donc l'intérêt de cette citation réside dans l'utilisation du concept d'émanation, qui fait de la terreur une potentialité de la démocratie lorsque celle-ci est en danger. Ça, il faudrait s'en souvenir aussi. Hein. Parce que la terreur aussi, nous, le peuple, on pourrait se dire un jour, on va terroriser nos représentants, quoi, carrément. Hein. V pour Vendetta, là et là. Hein. Anglais ici, français ici. Okay. Anglais, français. Donc pour le dire autrement, la démocratie contient en elle, sur le mode d'une virtualité qui peut s'actualiser en période de crise interne et externe, les outils politiques et judiciaires de sa propre conservation. Je cite, « Le gouvernement de la Révolution et le despotisme de la liberté contre la tyrannie. » Fin de citation. Donc on remarquera le caractère oxymorique, voire paradoxal de la formule despotisme de la liberté. C'est un peu comme quand Rousseau dit dans le contrat social, ben si le citoyen ne veut pas être libre, on le forcera à être libre. Donc on voit qu'on est dans une liberté, mais d'une liberté qui est quand même encadrée solidement, parce que si tu ne veux pas être libre, ben tu vois, casse-toi. Donc c'est ça l'idée, c'est de dire, bon bien sûr c'est une formule aussi rhétorique un peu, il ne faut pas oublier que Robespierre était avocat, il était très bon orateur. Hein. Donc là je passe à ma troisième partie qui s'intitule « Le Dieu républicain ». La fête de l'être suprême qui se tint le 8 juin 1794 fut l'occasion pour Robespierre de prononcer un discours capital que nous allons analyser pour terminer notre exposé. Son titre est, donc je cite, « Sur les rapports des idées religieuses et morales avec les principes républicains et les fêtes nationales ». Fin de citation. Il se propose de fédérer la nation autour d'un principe métaphysique ultime qui a pour vocation de fortifier et d'unifier l'éthos républicain. Le schéma est clair, la politique est fondée par la morale par la métaphysique. La sérénité enfin acquise dans la sphère publique, donc après l'élimination des dantonistes et des hébertistes, la sérénité enfin acquise dans la sphère publique doit être pour le peuple et ses représentants l'occasion d'écouter la voix de la sagesse. Les passions individualistes ayant été maîtrisées, il va s'agir pour Robespierre de soumettre à la méditation de la nation, je cite, des vérités profondes qui importent au bonheur des hommes. Fin de citation. À commencer par celle-ci, tirée directement de Rousseau, l'homme est né libre, mais l'histoire nous le montre partout esclave.
Donc là, c'est une idée de Rousseau, contrat social, livre 1, chapitre 1. Dans une actualité politique européenne encore largement dominée par le despotisme, là, on retourne à Sparte, je cite, Sparte brille comme un éclair dans des ténèbres immenses. Fin de citation. Aussi, l'œuvre révolutionnaire doit-elle être validée, consolidée et étendue à tout le genre humain, car elle est l'œuvre de la raison, et la raison est universelle. Donc là, quand il dit dans ce discours que la révolution doit être étendue à tout le genre humain, donc là, il faut noter le changement qui s'est opéré dans la position de Robespierre à propos de la possibilité d'universaliser la révolution. Parce qu'il y était tout d'abord fermement opposé, quand Brissot proposait, comme prétexte à la guerre, d'aller libérer les peuples européens encore soumis au despotisme. Robespierre était aussi opposé à l'universalisme républicain que prônait le prussien gallophile Anacharsis Cloots, suspecté de travailler pour l'ennemi. Pourtant, l'ouverture de ce discours est bien consacrée à la possibilité d'universaliser la révolution sous l'égide de la raison. Donc on voit que Robespierre, en fait, il a évolué aussi dans sa carrière politique. Très important. L'institution et la pérennisation de la République doivent produire un égoïsme d'un type nouveau, définissable seulement par une forme de paradoxe, puisqu'il s'agit d'un égoïsme où seule l'égalité stricte avec tous les autres m'éveille au sentiment de mon propre moi, où la philotie est fondée dans l'hétérophilie, où tout autre est mon frère. Ça, c'est très important, parce qu'il utilise le terme d'égoïsme dans le texte. Robespierre définit ce sentiment comme le bonheur, un bonheur rationnel et vertueux, car, je cite, le fondement unique de la société civile, c'est la morale. Fin de citation. Cette morale civique, sans laquelle il n'est pas de citoyen ni de nation, mais seulement des sujets, est l'œuvre propre de la Révolution. Donc Robespierre va maintenant passer à une brève analyse historique du processus révolutionnaire et à la façon dont les différentes factions se sont ingéniées dès le départ à tenter de corrompre la République de l'intérieur. Donc là, si on recontextualise un peu, il y eut d'abord le modérantisme et la tiédeur d'un grand nombre de députés sous la monarchie constitutionnelle, doublé par le risque de césarisme que faisait planer Lafayette. Après la chute de la monarchie le 10 août 1792, ce fut, je cite, Brissot et les Girondins qui voulaient faire de la Constitution un bouclier pour parer le coup qui menaçait le trône. Fin de citation. Enfin, Hébert et Danton, représentants du radicalisme et d'une nouvelle forme de modérantisme, tous deux corrompus, travaillaient, selon l'incorruptible, pour augmenter leur pouvoir, accroître leurs bénéfices personnels et comploter avec les puissances étrangères pour perdre la République. Pour Robespierre, le but commun d'Hébert et de Danton était de faire tomber la démocratie en corrompant la morale publique, je cite, « Ils allaient tout flétrir, tout corrompre par un mélange odieux de la pureté de nos principes avec la corruption de leur cœur. » Fin de citation. Là, on sent qu'il commence un peu à partir en vrille, quand même. Mais bon, c'est compliqué. C'est plus compliqué que ce qu'on pourrait penser. Donc c'est pour ça que lisez les livres que je vous ai conseillés, parce que ça va vous éclaircir énormément là-dessus, notamment sur la corruption du sympathique Danton. Très important. Très corrompu. Très sympathique, mais très corrompu. Mirabeau l'avait d'ailleurs senti, qu'il était très corruptible, il en a tiré parti. Et c'est à partir donc de ce rappel historique, que l'incorruptible va pouvoir passer vers la seconde partie de son discours, où il va fustiger l'athéisme et démontrer la nécessité d'un principe métaphysique unificateur. Donc voici le moment du texte où s'opère cette transition, qui est importante. Moi, je suis donc toujours le texte de Robespierre, c'est-à-dire que je le commente au fur et à mesure, je commande partiellement. Donc je cite, ils, donc Hébert et Danton, ne pouvaient pas asservir le peuple français par la force, ni par son propre consentement. Ils cherchaient à l'entraîner par la subversion, par la révolte, par la corruption des mœurs. Ils ont érigé l'immoralité non seulement en système, mais en religion. Fin de citation. Les factieux, citons pour exemple Hébert et Anacharsis Cloots, sous couvert d'une lutte contre le fanatisme chrétien, se firent aussi les porte-paroles de l'athéisme et du matérialisme, renouvelés par Diderot et d'Holbach. Or, aux yeux de Robespierre, ni la constitution civile du clergé, adoptée par l'Assemblée nationale le 12 juillet 1790, ni la déchristianisation inaugurée par Fouché, puis enflammée par Hébert et les sans-culottes en 1793, ne doivent avoir pour conséquence l'institutionnalisation de l'athéisme. Elle serait une catastrophe pour l'unité de la nation et pour la structuration de l'éthos républicain. Robespierre entend donc démontrer les effets délétères de l'athéisme. Dans un premier temps, quel intérêt y aurait-il à persuader les citoyens qu'une force aveugle préside à leur destinée? Ériger l'athéisme, c'est-à-dire le règne du hasard en principe politique, est contraire à l'esprit de la Révolution. Je cite,
L'idée de son néant lui inspirera-t-elle, donc au citoyen, des sentiments plus purs et plus élevés que celle de son immortalité? Lui inspirera-t-elle plus de respect pour ses semblables et pour lui-même, plus de dévouement pour la patrie, plus d'audace pour braver la tyrannie, plus de mépris pour la mort ou pour la volupté? Fin de citation. La croyance en l'existence de l'être suprême et en l'immortalité de l'âme sont des vérités nécessaires parce qu'elles élèvent l'homme au-delà de lui-même. Ce qui élève l'homme renforce son amour de la liberté. Je cite, « L'idée de l'être suprême et de l'immortalité de l'âme est un appel continuel à la justice. Elle est donc sociale et républicaine. » Fin de citation. Aux yeux de Robespierre, le sentiment religieux est un guide plus sûr que la raison dans le domaine moral. Il est du devoir du politique d'affermir, voire de produire, je cite, dans les choses morales, un instinct rapide qui, sans le secours tardif du raisonnement, le porta, donc toujours le citoyen, à faire le bien et à éviter le mal. Fin de citation. L'athéisme, en sapant les bases de toute religion, en produisant une vacuité doxique et axiologique dans les individus, sape du même coup les fondements de la morale. Or, nous l'avons vu, la morale est la condition de possibilité de la vie civique. Cette diatribe contre l'athéisme est aussi l'occasion pour Robespierre de faire état de ses préférences philosophiques. En ce qui concerne la philosophie antique, elles iront vers l'école qui sera la plus apte à supporter la morale républicaine dans son aridité, le stoïcisme qui, je cite, poussa si loin l'enthousiasme de la vertu. Fin de citation. Stoïcisme donc préféré à l'épicurisme, qui est, pour Robespierre, le véritable fléau de la pensée antique. Or, le conflit entre ces deux types de philosophie s'est réédité selon l'Incorruptible, d'ailleurs à juste titre, pendant la période pré-révolutionnaire, notamment entre les encyclopédistes et Rousseau. Le jugement de Robespierre sur la secte des encyclopédistes, qui vise surtout l'athéisme matérialiste de Diderot et d'Holbach, est assez mitigé, puisque selon lui, je cite, l'encyclopédie l'entreprise encyclopédique renfermait quelques hommes estimables et un plus grand nombre de charlatans ambitieux. Fin de citation. Cependant, donc toujours pour Robespierre, qui ignorerait son importance ignorerait une des prémices intellectuelles de la Révolution. Et même si du point de vue du droit des peuples, l'encyclopédie resta en quelque sorte au-dessous de sa tâche, du point de vue de la démystification politique et religieuse, elle eut une influence réelle. C'est aux hésitations des hommes porteurs du projet encyclopédique que Robespierre s'en prend surtout, car, je cite, ils déclamaient quelquefois contre le despotisme et ils étaient pensionnés par les despotes. Fin de citation. Donc là, on voit très bien qu'il cible Diderot et Voltaire. Diderot à la cour de Catherine de Russie, puis Voltaire, donc Frédéric, qu'il est chez le cul à Frédéric le Grand. Donc voilà, c'est ça. Il n'a pas tort, Robespierre non plus. Il ne faut pas croire qu'il est. Il est agressif, mais il est quand même. Il réfléchit beaucoup. Donc toujours selon l'Incorruptible, le plus grave avec les encyclopédistes, c'est qu'ils remirent au goût du jour le matérialisme philosophique et érigèrent l'égoïsme en système. Face à eux, Rousseau, dans sa solitude vertueuse et pure, je cite, il attaqua la tyrannie avec franchise, il parla avec enthousiasme de la divinité, son éloquence mâle et probe peignit en traits de flamme les charmes de la vertu, elle défendit ces dogmes consolateurs que la raison donne pour appui au genre humain. Fin de citation. Robespierre admire Rousseau. D'ailleurs, il y a un texte de lui, je ne sais pas s'il déduit, enfin. Non, mais il admire Rousseau, c'est son idole complète. Donc, en un mot, Rousseau, il conçut un modèle de république parfaite que la Révolution doit s'efforcer à tout prix de réaliser. Avec Robespierre, la politique du contrat social, l'anthropologie de l'Émile et le culte de l'être suprême doivent devenir les fondements réels de la République française. Par ailleurs, ce n'est ni dans le matérialisme ou l'athéisme promu par la secte des philosophes, ni dans la déchristianisation commencée en 1792 qu'il faut chercher des armes réelles contre le fanatisme chrétien, car, je cite, « rappeler les hommes au culte pur de l'être suprême, c'est porter un coup mortel au fanatisme ». Fin de citation. Je cite à nouveau, « la religion universelle de la nature », fin de citation, parce que c'est comme ça que finalement la qualifie Robespierre, religion universelle de la nature, qui est la révélation rationnelle de la vérité et de l'essence rousseauiste de l'homme, contient en elle les germes de la destruction de tout fanatisme. Autrement dit, sa puissance révélatrice, qui réconcilie la raison et la nature, non pas dans la matière, comme chez Diderot,
mais dans l'âme transcendante et bienveillante du monde, a le pouvoir de dissiper toutes les fictions religieuses. Enfin, il faut noter que cette religion républicaine que propose Robespierre pour structurer l'éthos républicain, l'éthos citoyen et unifier la nation, ne signifie pas la fin de la liberté de culte, comme il le dit lui-même, je cite, « que la liberté de culte soit respectée pour le triomphe même de la raison, mais qu'elle ne trouble point l'ordre public et qu'elle ne devienne point un moyen de conspiration. » Fin de citation. Plus qu'une doctrine qu'il faudrait imposer, c'est un fondement que Robespierre cherche ici, le fondement métaphysique de la morale et par transitivité de la République, qui saura rallier en quelque sorte de lui-même par la rationalité qui lui est immanente, la raison du citoyen éclairé par la Révolution. Je cite, « Attachons à la morale des bases éternelles et sacrées, inspirons à l'homme ce respect religieux pour l'homme, ce sentiment profond de ses devoirs, qui est la seule garantie du bonheur social. Nourrissons-le par toutes nos institutions, que l'éducation publique soit surtout dirigée vers ce but. » Fin de citation. Donc là, je conclus maintenant. Donc la mort de Robespierre, transformé en tyran assoiffé de sang par historiographie thermidorienne, signe la fin définitive du versant populaire de la Révolution française. Celui qui essaya d'élever le peuple à sa liberté et à sa dignité chèrement acquise fut envoyé dans les oubliettes d'une histoire mythomane. Il y a 0 rue Robespierre, je pense. Hein. Nulle part, je ne sais pas. Il me semble qu'il y a... Non, je crois qu'il n'y a pas de rue Robespierre nulle part. Hein. Que reste-t-il de l'incorruptible aujourd'hui? Quelles sont les questions ouvertes par son œuvre? Sont-elles encore pertinentes? Bon, voilà, je vais faire quelques pistes d'ouverture et puis après je conclurai de manière un peu plus agressive moi-même. Il semblerait que dans nos démocraties, la question de l'activité et de la participation des citoyens à la vie politique, centrale pour Robespierre, soit aussi centrale pour nous. Donc, il ne peut y avoir de démocratie saine sans investissement populaire, et cet investissement doit aller au-delà des échéances électorales. Ça, c'est quelque chose que Robespierre et Démosthène, encore une fois, ont ensemble, de dénoncer l'apathie, mais nous, on en est aussi là, malheureusement, dénoncer l'apathie politique comme le vice le plus grave de la démocratie. Démosthène en parle énormément dans toutes ses oraisons politiques, et Robespierre en parle très souvent aussi. D'ailleurs, c'est ce qui justifie le texte, son premier texte que je vous ai lu, là, que je vous ai commenté sur la révocation du marc d'argent, c'est le fait qu'on ne peut pas laisser les citoyens dans l'apathie. Mais nous, aujourd'hui, malheureusement, on est dans une forme d'apathie aussi. Ça, c'est grave, hein, c'est très grave. Donc, l'autonomisation de la sphère politique que redoutait tant l'incorruptible, quand elle ne vire pas à la déconnexion pure et simple, reste le fléau de toute démocratie. Non, nous on en est là partout. On en est là partout. Déconnexion totale des politiques avec la réalité des gens. On a affaire à des gens, à des politiques qui pensent abstraitement. Il nous faut en rire, quoi. Je veux dire, les décisions qui sont prises, là, c'est des décisionnettes, c'est des décisions des décisions, je ne sais pas de quoi. Là, je veux dire, on n'est plus dans la politique, on est dans une forme d'improvisation permanente, et puis pas toujours éclairé. Enfin, je veux dire, c'est n'importe quoi ce qu'on vit là. Mais ce qui est beaucoup plus problématique, c'est l'apathie et la déconnexion des politiques. L'apathie des citoyens, plus la déconnexion du politique avec la sphère de la société, ça c'est grave. D'ailleurs, à mon sens, on sort, comme le dit Alain Deneau d'une certaine façon, on sort de la démocratie. On n'est plus dans la démocratie. On est en train de changer de régime. On a un pas dans un ailleurs politique qui reste à définir, mais qui n'est plus démocratique. On n'est plus là-dedans. Il ne faut pas rêver là. Donc, qu'en est-il de l'éducation? Bon, là, pour le coup, un trop vaste problème que je laisse de côté. Vers où doit tendre une éducation républicaine? Une éducation républicaine est-elle possible? Former un homme et former un citoyen, est-ce la même chose? L'éducation doit-elle être gratuite? Donc ça, c'est un ensemble de thèmes sur lesquels on est encore en train de buter aujourd'hui de manière complète. Hein. Donc peut-être plus important encore, la question de la religion, en notre début de XXIe siècle, dont André Malraux avait dit avec raison qu'il serait religieux ou ne serait pas. Comment articuler la foi, les confessions, les dieux, les athéismes et les agnosticismes à la République? Comment opérer cette synthèse entre toutes ces croyances et le principe républicain? Comment faire cohabiter religion et laïcité dans un même espace, un espace public? Donc on voit que ce sont ici des thèmes de premier plan qui continuent d'agiter nos sociétés, voire de les déchirer, et que les solutions les meilleures sont encore probablement à inventer. Okay? D'autant plus que nos démocraties, contrairement à celles défendues par l'incorruptible, ont pour la plupart assumé la déconnexion entre la religion et l'État. D'accord? À part quelques attardés, nous on a 1905, séparation de la religion et de l'État. Okay?
Donc peut-on dire qu'avec Robespierre, la démocratie est sortie de ses gonds au moment d'y entrer? Donc ce serait là une réponse facile, puisqu'en contexte transitionnel, il faut naviguer à vue, il faut improviser et mettre le politique en adéquation avec les revendications populaires, ce qui est une tâche délicate qui demande un talent, une finesse politique et un dévouement complet à la chose publique. Parce que le dévouement de Robespierre à la chose publique, il est exceptionnel. Je pense que c'est un des seuls. Puis ça, c'est constant. Ça, c'est une constante, par exemple. D'ailleurs, quand on va l'appeler l'incorruptible, ça va être pour ça, parce qu'il est incorruptible, réellement. Voilà. C'est quelqu'un d'honnête, politique honnête. Ça aussi, c'est un oxymore. Robespierre, pour peu qu'on le lise et qu'on le lise attentivement et intégralement, toujours pareil, en laissant de côté la légende noire thermidorienne, a fait montre tout au long de sa carrière de ces trois qualités, donc trois qualités qui sont finesse politique et un dévouement complet à la chose publique, avec une délicatesse de regard sur l'événement en train de se constituer, une intelligence de l'événement. Et je rajouterai aussi une vision. Mais malgré ces trois qualités, on ne saurait pour autant le disculper des errances qui furent les siennes, parce que c'est sûr que il a erré, il était incorruptible, mais il n'était pas, comment dire, c'était pas Dieu, il n'était pas tout connaissant. Donc en effet, il y a certains, il a eu certains moments d'errance, surtout à la fin, je pense. Mais donc pour en revenir à la chose, c'est que qu'est-ce qui reste de ce message-là aujourd'hui? Bon, il y a énormément de choses qui sont datées, mais je veux dire, la méfiance qu'on doit avoir envers nos représentants. Puis il y a quelque chose aussi que Robespierre avait à l'esprit, c'était qu'il fallait que les mandats politiques soient courts. Un an, un an. Un mandat politique, c'était un an. Voilà. C'est tout. Nous, aujourd'hui, on a des gens qui sont là 4 ans, 8 ans, 5 ans en France, enfin, je veux dire, qui sont là, qui restent. On a des sénateurs qui restent, je ne sais pas combien d'années, scotchés sur leur siège à gagner de la thune. Enfin, je veux dire, mais c'est quoi cette chose-là, hein? Je veux dire, c'est ça, là. C'est que nous, on a désappris à se méfier et à se défier de nos politiques. Mais en fait, il faudrait s'interroger là-dessus. Ben, il y en a qui se sont interrogés. Il y a Castoriadis, il y a comment il s'appelle, il y a Rancière, il y a Dupuy-Derry à l'UQAM aussi qui s'interroge là-dessus. D'autres qui s'intéressent à ça, se dire mais qu'est-ce qui se passe avec la démocratie? Qu'est-ce qui se passe avec cette autonomisation de la sphère politique qui vire à la déconnexion totale? Je veux dire, on assiste à ça partout. Puis bon, c'est un problème sérieux parce que comme je le disais tout à l'heure, on nous dit qu'on est dans des démocraties, mais non, c'est pas vrai. On est dans autre chose. On est sorti de la chose. Donc moi, ce que je préconise dans ce contexte-là, c'est de V pour Vendetta. En anglais, non, en français-anglais. Voilà. Parce que V pour Vendetta, en fait, pour moi, c'est comme un commentaire de Robespierre. V pour Vendetta, c'est ce qu'il faut faire, en fait. C'est ça. C'est ce qu'il faudrait. En fait, il faudrait qu'on fasse ça, tous. Qu'on aille acheter des masques, et puis qu'on aille, commencer à faire des trucs un peu concrets, là, un peu intéressants, et puis à se bouger, parce que justement, les politiques ne sont pas stupides. Les politiques voient bien qu'il y a une grande apathie, qu'il y a un découragement, un dégoût finalement de la politique, etc. Donc eux, ils jouent là-dessus, eux, ça leur convient, tu sais, avoir affaire à des gens qui ne réagissent que très peu. Dire, moi, je le vois notamment avec les étudiants que j'ai en classe, je veux dire, c'est des gens qui sont plugués sur leur portable, sur leur cellulaire en permanence, et puis c'est ça, hein, derrière, autour de leur cellulaire, le monde existe, mais très peu, finalement. Donc c'était ça, là, écoutez, ça a été long, un peu plus long que prévu, puis j'espère que ça vous a donné envie de vous intéresser à Robespierre, parce que c'est un auteur très intéressant, très important, qui a été, comme je le disais, très malmené par une certaine forme d'historiographie mythomane. Donc il faut aussi lui rendre justice sur un certain nombre de dossiers importants, établissement aussi de prix planchers qu'on ne pouvait pas dépasser pour les subsistances, pour les grains. Donc ça, c'est des mesures sociales. Il a pris beaucoup de mesures sociales. Il avait le souci du peuple et du petit peuple. Donc c'est ça. Après, les récupérations politiques qu'on tente d'en faire aujourd'hui, les récupérations politiques que certains bouffons de la gauche tentent d'en faire aujourd'hui, ça, il faut pas y croire. De toute façon, il ne faut pas y croire pour la simple et bonne raison qu'il y a très peu de choses, si on prend ça au point de vue quantitatif, qu'on puisse réellement récupérer de Robespierre. Parce que l'histoire a énormément changé. L'histoire, on est dans une autre période de l'histoire, et contrairement à ce qu'un bon nombre de personnes pensent, on ne peut pas nécessairement transférer les choses. Mais il y a des lignes directrices, notamment qui vont me mener, moi, vers Jaurès, c'est sûr et certain. Et puis c'est tout, quoi. Et puis
vive la Révolution. V pour Vendetta, je vous le dis. C'est là que ça se passe.